prends note de vos remarques et comprends fort bien que vous défendiez votre bout de pain. Je ne défends pas de bout de pain. Et ce n'est pas du tout notre envie de défendre notre intérêt, parce que si on défendait notre intérêt, croyez-nous qu'on le ferait de manière totalement différente, et on gagnerait beaucoup de sous. Mais vous allez voir que ce que je vous dis n'est pas un particularisme ou un intérêt particulier, c'est un intérêt universel. Vous allez comprendre ce que je vais vous dire dans quelques instants. Pas jusqu'à comparer avec l'échantillon du boulanger, je crois que si, parce que c'est intéressant de partir du postulat que précisément le boulanger non seulement mérite son salaire, mais ça n'est qu'en aval de l'échange, surtout produit un échange qui est l'essence même de la vie. La vie, ce sont des échanges. Il n'y a rien sans échange. Il n'y a aucune fécondation qui ne se fasse à la surface de la Terre sans échange. Or, aujourd'hui, on voudrait être dans une sorte de don unilatéral qui serait d'une part celui de l'État, aux frais de tous, bien sûr, qui est une escroquerie, évidemment, parce qu'on vous prend de l'argent et on va le donner à qui on veut, peut-être pas à des gens que vous voudriez aider, d'ailleurs. Ou alors, il y a la version dévoyée du don, telle que le professent les évangiles, et en cela, je vous félicite de ce vieux fond chrétien, mais il y a là aussi quelque chose qui ne colle pas, parce que on fait mine de croire que le Christ condamnait les marchands, de manière générale, et l'échange marchand en particulier. Or, la seule fois où on l'a vu tempêter violemment, c'est contre les marchands du temple, et c'est parce qu'ils étaient au sein du temple qu'il les a chassés, et non pas pour le métier qu'ils faisaient. Encore que changeurs, ce n'était pas très favorable, et il les condamnait. Mais les autres, il ne les condamnait pas en tant que tels, en tant que marchands, mais en tant que marchands étant dans le Saint des Saints. Je place les fruits, mais on va y revenir, je vais comme reprendre votre message avant de faire, plutôt que de faire un monologue, je vais reprendre vos arguments. Je place les fruits de l'esprit bien au-dessus de ceux du ventre, même si j'ai conscience que sans ventre, point d'esprit. Mais je sais bien tout ça. Et ça, si vous voulez, c'est l'énorme problème qu'on a depuis les Grecs, depuis en fait Socrate, parce que ça n'existait pas avant les présocratiques, la cassure s'est produite avec Socrate. Et je tiens à attirer votre attention sur le fait que les journalistes aussi placent leur esprit bien au-dessus du ventre du peuple. Ils ont beaucoup de mépris d'ailleurs pour ce qu'ils appellent les marchands de petits pois, etc., les marchands de tapis, tout ça, c'est vulgaire, si vous voulez, c'est le vulgus pecus, alors que journaliste, c'est bien. Ah, c'est des gens honorables. Universitaire, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on invite sur un plateau de télévision? C'est pas un boulanger ni un artisan. C'est des gens comme ça, qui sont des gens vraiment intéressants, parce que eux, ils sont au-dessus. Ils sont dans le domaine de l'esprit. On invite des politiques, on invite des sociologues, on invite toute une brochette de gens qui en réalité sont des parasites, puisque ce sont des gens qui ne travaillent pas, et qui commentent la vie des autres en vivant sur leur dos. Puisque le sociologue, il vit quoi? Il vit comment? Qui le nourrit? Le politique, qui le nourrit? Et le journaliste. Donc vous voyez la dérive à laquelle on est arrivé. Je ne pars pas de là pour condamner, bien sûr, la supériorité de l'esprit sur la matière, en ce que, on le développera plus tard, en ce que, bien sûr, l'esprit a une force extraordinaire, puisque ça permet de transformer la matière en une chose utile. Mais, dès lors que vous découpez les choses et que vous séparez la matière de l'esprit, vous obtenez une hérésie, un plaisir, une autosatisfaction vaine et infertile. Et c'est tout le problème du démarrage de la Renaissance qui a mis en avant l'université, le monde de l'esprit, de la spéculation intellectuelle, au-dessus du bas peuple, des artisans et des producteurs. Or, si vous regardez toutes les grandes inventions, les grands progrès de la médecine, les grands progrès techniques, etc., ça vient des gens qui ont un savoir-faire, un véritable métier, et non pas de la spéculation. Qu'est-ce qui est sorti de la spéculation? Beaucoup de livres, beaucoup d'ouvrages, beaucoup d'hérésies, beaucoup de guerres. Alors, je ne dis pas que tout est vain, mais si vous comparez le bilan entre gens de savoir-faire et gens vivant de leur esprit, eh bien, vous verrez qu'il est extrêmement favorable aux gens qui ont un savoir-faire, un véritable savoir-faire. Parce que le savoir-faire, il relie l'esprit à la matière. Dès lors que vous supprimez la relation, c'est fini, vous avez des imposteurs. Donc vous avez, c'est ce que disait déjà Henri Charlier, vous avez des universitaires qui, toute leur vie, peuvent tromper des générations entières. Et ça ne date pas que de mai 68. Vous savez très bien qu'il y a encore des tas de gens qui sont des menteurs patentés ou des gens qui se trompent, qui professent des âneries, et qui recevront à la fin de leur carrière les palmes académiques, voire davantage. La Légion d'honneur éventuellement.
Tandis que le paysan, ce que je dis tout le temps, le paysan, dès lors que, c'est ce que disait déjà Charlier, dès lors qu'il se trompe, eh bien, il court à la catastrophe. Et il le sait tout de suite. Il n'y a pas besoin d'attendre 3 ans. C'est plus apparenté de la démarche commerciale qui me dérange un peu, mais cela, vous l'avez compris. Oui, j'ai bien compris, mais c'est aussi pour nous un moyen de filtrer. Parce qu'il est indispensable de filtrer les gens qui précisément n'accepteront pas la notion d'échange et de produits achetés, et qui seront dans un esprit de dû. Après tout, oui, ces histoires du soir ou l'école à la maison, ça m'est dû. J'ai des gens parfois qui me disent ça m'est dû, je vois pas pourquoi j'ai pas accès. Alors je leur dis, c'est très bien, mais venez travailler gratuitement pour nous. Moi, il n'y a pas de problème, je vous donne tout ce que vous voulez, mais vous venez travailler pour nous le temps équivalent à la valeur de ce que vous nous prenez. Et évidemment, personne ne vient, parce qu'ils veulent bien que ce soit à sens unique, mais pas dans l'autre sens. Ils ne veulent pas donner leur temps gratuitement, eux. Donc il y a en France un état d'esprit qui s'est en plus développé avec le fait que tous ces intellectuels universitaires et politiques qui sont au pouvoir depuis très longtemps estiment que l'individu doit être aidé et aidé gratuitement par l'impôt. Et donc on a créé des générations d'assistés qui considèrent normal d'être soignés, enseignés, etc. de manière gratuite. Alors que c'est un scandale total. Parce qu'en réalité, évidemment, tout ça a un coût et c'est payé par des gens qui n'ont pas forcément besoin de payer ces services. Vous savez bien que tous les habitants d'une ville payent pour tous les services, et pour des crèches, pour les écoles, dont ils ne se servent pas forcément. Et notamment les gens qui font l'école à la maison, ils payent pour l'école publique, dont ils ne se servent pas. Donc il y a une injustice, c'est évident. Je crois savoir que votre imagination c'est par étage à Noé Trim, c'est vrai, les loups, et ainsi n'offrir que son premier chapitre pour tenter de séduire me semble dommage. Et pourquoi ? C'est comme ça que quand vous avez une vitrine d'un magasin, eh bien, ça vous présente les choses. Vous voulez quoi ? Alors, vous voulez qu'on soit comme en Union soviétique, on vous annonce qu'il y a quelque chose qui existe, mais vous ne le verrez pas. Vous n'avez pas d'échantillon, vous ne pouvez pas savoir de quoi il s'agit. Il faut acheter sur parole. Voilà, alors c'est ce qui se faisait en Union soviétique, effectivement. Vous n'aviez pas de vitrine et c'était interdit parce que c'était capitaliste que d'essayer de vendre. Donc, il y avait une paire de chaussures, taille 38, fillette, hein, et puis si vous n'avez pas besoin de cette paire de chaussures, vous l'achetiez quand même parce que ça pouvait se revendre au marché noir. Donc, et puis vous faisiez la queue pour l'acheter et puis vous achetiez une place dans la queue. Donc il y avait des trafics dans la queue. Hein. Moi, j'ai connu ça dans les pays de l'Est, à Moscou. Donc vous achetiez une place et vous vendiez des places. Donc il y avait tout un marché parallèle, une sorte de marché non pas immobilier, marché mobilier de la place dans la queue pour aller chercher une paire de chaussures unique qui par chance se trouvait là. Mais évidemment, quelques temps après, il n'y avait plus rien hein, parce que tout le monde achetait la même paire de chaussures. Voilà, donc je crois qu'au contraire, c'est très bien de présenter les échantillons. Vous savez, moi j'étais un producteur, un artisan, et je présentais toujours des échantillons. C'est ce qu'il faut faire, parce que les gens, ils veulent savoir, ils veulent juger sur pièce. Et ça, c'est de l'honnêteté. Je dois être trop éloigné des circuits normaux d'échange, ce qui implique certainement ma réticence. Sans doute, mais je pense que c'est très fréquent. Beaucoup de gens nés dans les villes, loin de la production, loin des champs, loin... Vous savez, les commerçants, si vous avez cultivé comme moi, si vous avez produit des maraîchers, vous préparez vos cagettes, vous les faites, et vous allez les présenter au marché d'intérêt national. Il faut qu'elles soient jolies, vos courgettes ou vos salades. Si elles ne sont pas jolies, personne ne vous achètera, donc vous présentez des échantillons. Je fonctionne pour ma part le plus possible par le troc, puisque dans mon esprit, un service en valant un autre. Les échanges de bons procédés sont au cœur de ma démarche libertaire. Dépannage informatique, animation musicale, services divers. Oui, j'ai déjà répondu à cette question. Bien sûr, c'est très bien, c'est très beau, c'est très vertueux, mais nous avons déjà épuisé cette question puisque le troc ne marche pas. Et ça ne marche, c'est-à-dire que ça ne marche dans une certaine mesure, mais au bout d'un moment, ça ne marche plus parce que vous faites du troc. Donc vous échangez, on va dire, comment est-ce que vous vendez votre heure de conseil juridique à une femme de ménage qui, elle, n'a que le ménage pour elle. Elle ne sait faire que ça, elle ne vous propose que ça. C'est quoi ? C'est 1 heure chacun ? Ça vaut quoi ? Comment vous l'évaluez ? C'est 10 minutes de conseil juridique pour 1 heure de ménage ou c'est 5 heures de conseil juridique pour 10 minutes de ménage ? Quelle est la valeur de votre travail ? C'est quoi ? C'est l'heure qui vaut ? Dans ce cas, c'est les kilos. Alors, 1 kilo de plume égale 1 kilo d'or, etc. Donc, vous êtes obligé au bout d'un moment d'avoir des échelles de grandeur. Et ces échelles de grandeur font que si vous n'avez pas quelque chose de fixe et de déterminé et de neutre comme l'argent, précisément, eh bien vous tombez dans la subjectivité complète. Et donc celui qui dispose de toute une batterie de femmes de ménage va pouvoir vous proposer des tas de services et il aura un prix peut-être plus faible, alors que celui qui est le seul à faire du conseil juridique, eh bien, il va pouvoir augmenter ses prix et abuser de la situation.
Et même s'il n'abuse pas consciemment, parce que tout le monde est gentil, tout le monde se réveille en se disant qu'il est gentil le matin, parce que je connais personne qui se lève en disant aujourd'hui je vais escroquer tout le monde est convaincu que la manière de faire qu'il adapte est la meilleure. Donc il va dire, moi, vous rigolez, j'ai fait 15 ans d'études pour mon service. Hein, si je suis chirurgien, par exemple, bon, j'ai fait 10 ans, ou 11 ans ou 12 ans d'études, je ne vais pas vendre 1 heure de chirurgie contre 1 heure de ménage. Il ne faut quand même pas se foutre du monde. Donc moi, mon heure de chirurgie, ça vaudra 10 ou 12 ou 20 heures de ménage, évidemment. Et donc vous arrivez à des situations très conflictuelles parce que personne n'est capable de dire ce que vaut le travail de l'un. Ça se trouve, la femme de ménage, faire 1 heure, elle est scrofuleuse, elle a de l'arthrite et ça lui coûtera beaucoup plus cher que 1 heure de chirurgie. Tout ça, c'est extrêmement relatif. Ça dépend de chaque individu. Donc vous ne pouvez pas déterminer les choses de cette manière dans une société suffisamment organisée. Le troc est très bien dans une certaine mesure, mais au bout d'un moment, ça s'essouffle et ça amène, ça a déjà été vécu des milliers de fois dans l'histoire, des situations conflictuelles. Vous n'irez pas que ceux qui contrôlent l'argent en ont fait un instrument de domination et leurs biais industrieux, via leur marketing, me dégoûtent au plus haut point, ce qui explique aussi ma sensibilité sur pratique commerciale. Sans doute, mais là, c'est comme si vous me disiez, vous n'ignorez pas que ceux qui conduisent des voitures ont tué des tas de gens sur la route. Et donc ça me dégoûte de la voiture et j'estime qu'il faut en terminer avec ça. Non, c'est simplement que la voiture peut tuer, mais la voiture peut ne pas tuer aussi. L'argent peut faire un très grand bienfait, et il a fait les civilisations, il a permis de créer des hospices. Je rappelle qu'au Moyen-Âge, par exemple, effectivement, on était dans le domaine de la gratuité, puisque vous alliez vous faire soigner gratuitement. Vous ne donniez pas un seul papier, vous ne donniez même pas votre nom, vous étiez soigné. Vous étiez enseigné gratuitement également, si vous n'aviez pas les moyens. On ne vous demandait rien, aucun papier, c'était la liberté complète d'aller vous faire instruire ou pas. Bon, d'accord, mais l'argent a permis ça, et l'argent a permis d'édifier des sociétés qui étaient dans la barbarie, la pauvreté, la misère, etc. Donc l'argent n'est pas en soi un problème, c'est la manière dont on s'en sert qui est un problème. Et pour l'instant, on n'a pas trouvé mieux que l'argent. Alors j'ai souvent discuté de ces questions avec des personnes qui me disent qu'il faut supprimer complètement l'argent de notre société, etc. Mais tout ce que vous pourrez utiliser en remplacement de l'argent sera bien plus catastrophique. Et les expériences, encore une fois, ont été faites de nombreuses fois dans l'histoire que l'argent lui-même. Voilà, maintenant je suis d'accord avec vous, il y a des pratiques commerciales spécialement agaçantes, elles peuvent agacer. Quand j'étais jeune, j'étais comme tout le monde, je refusais qu'on mette de la pub dans les boîtes aux lettres, hein, parce que ça m'agaçait, mais j'ai eu le temps de réfléchir, parce que ce qui m'intéresse c'est la vérité, si vous voulez. Moi je ne suis pas dans le dogme, mais dans l'opinion, donc j'avais cette opinion qui était un a priori, et puis je me suis rendu compte que qui paye les impôts locaux, qui permet qu'il y ait des routes, des hôpitaux, des écoles et tout le reste? Eh bien, ce sont les gens qui payent les impôts. Qui payent les impôts en France? Ce sont les entreprises, essentiellement. Ce n'est pas l'impôt sur le revenu. Si vous voulez, l'impôt sur le revenu, c'est pas mal, mais si vous voulez, ça ne paye même pas la dette. Donc, l'essentiel, c'est l'impôt des sociétés. C'est l'impôt sur les sociétés. Donc, les sociétés, il faut qu'elles vivent. Et comment est-ce qu'elles font pour faire connaître leurs produits? Eh bien, elles mettent des tracts dans les boîtes aux lettres. Et donc, à chaque fois que vous dites « je refuse direct en boîte aux lettres », eh bien, vous supprimez la possibilité d'une entreprise de se développer, et donc elle crève. Alors qu'est-ce qu'on a au résultat? On a ce qu'on a en France, c'est-à-dire une Union soviétique européenne. Vous n'avez plus un seul commerce. J'ai vécu dans des bleds, il n'y a plus rien. Vous avez la banque et la pharmacie. La banque, bien sûr, parce que, et encore, elles sont en train de fermer les unes après les autres. Et puis, donc c'est-à-dire le gros fric, et la pharmacie pour les petits vieux qui sont en train de crever. Mais tous les autres sont partis. De temps en temps, il reste un oculiste parce que les verres, ça marche pas mal aussi. Les verres de lunettes, ça marche pas mal parce que les gens voient de moins en moins bien. Et puis, vous avez la maison de retraite. Voilà. Et avec ça, vous avez 2 ou 3 000 habitants. Et la boulangerie, elle n'existe plus, elle a fermé. C'est un relais de trucs congelés au supermarché du coin. Il faut faire X kilomètres pour y aller. L'essence, c'est pareil, il n'y a plus rien. Et je me souviens d'une petite rue du chef-lieu de canton où je vivais, et où je me suis présenté aux élections d'ailleurs. Eh bien, en faisant ma campagne électorale, parce que je suis allé voir tous les habitants les uns après les autres, dans cette petite rue, jolie petite rue ancienne, il n'y avait pas un seul commerce, pas un seul, sauf tout à fait au bout à l'angle de la place du village, où il y avait un oculiste, très sympathique au demeurant. Eh bien, il n'y avait que ce commerce-là. Eh bien, dans cette petite rue-là, 100 ans auparavant, il y avait 400 commerces. C'est-à-dire que tout le monde travaillait. Il n'y avait pas de chômage, il n'y avait pas de pauvreté, il y avait une solidarité, il y avait de l'argent qui circulait. Et tout le monde était heureux, libre, avec des difficultés de ce temps-là, etc. Mais ça fonctionnait.
Vous aviez un foirail où il y avait des centaines de bêtes qui s'échangeaient. Il n'y a plus rien aujourd'hui. Il n'y a plus rien. Et à Noël, on met un malheureux chalet ou deux pour faire comme si, et 2 ou 3 pigeons comme moi j'ai été vont mettre leurs produits et vont se cailler pendant 10 jours pour essayer de vendre des clopinettes parce que les gens n'ont plus un radis et préfèrent mettre 7 ou 8 euros dans un sandwich. Parce que moi j'ai fait des marchés de Noël, j'avais mon stand avec des produits faits de qualité, etc. Les gens venaient me casser la tête pendant un quart d'heure à discuter. Je produisais notamment des savons de qualité, sans solubilisant, sans conservateur, des très très bons produits. Hein. Ben, c'est fini tout ça. Les gens ils venaient discuter pendant 15 minutes pour un savon que je vendais 75 centimes, qui était un trésor, un savon qui leur ferait 1 an ou 2 ans, 250 grammes, vous voyez, vous avez tous les détails. Eh bien, ils venaient m'emmerder pendant un quart d'heure, à discuter le bout de gras, mais ils se retournaient, ils allaient dans le chalet en face où il y a un mec qui vendait des sandwichs qui avait tout compris et qui les vendait à 7 euros pièce. Voilà, alors quand j'ai vu ça, j'ai vu que le gars il faisait 200 000 euros en 10 jours. Quand j'ai vu la file, il y a des gens qui attendaient sur 30 mètres, parce qu'il n'y a que ça dans le bled, donc sur 25 ou 30 mètres, vous avez des gens qui venaient de tout le canton pour acheter ces sandwichs. Et puis moi, je ne faisais rien du tout. Je ne payais même pas le prix de l'emplacement. Donc j'ai plié bagage au bout de 2 jours et je suis rentré chez moi. Voilà. Et ça, vous voyez, et je pense que dans la liste des gens qui venaient manger du sandwich, là, il y avait pas mal de gens qui avaient aussi un certain mépris de l'artisanat et du fait main et de l'argent. Je pense qu'il y avait beaucoup de ça. Et je pense que tellement la population française est révulsée par rapport à l'argent et au commerce, que maintenant, elle en est là où elle en est, c'est-à-dire dans la misère. Il y a plus... Maintenant, vous faites 30 bornes pour trouver la moindre des choses, ce qui est une misère. Et je dis, les gens, ils ont ce qu'ils méritent. Ils font 30 bornes pour récupérer le moindre truc, ça leur coûte une fortune. Quand vous payez 1 euro du kilomètre, eh bien, ça vous coûte une fortune pour le moindre truc en plastoc, qui est importé, bien sûr, parce qu'il n'y a plus d'entreprise en Europe, donc vous achetez ça à des Chinois. Et au passage, vous avez bien sûr des hypercapitalistes qui se font un argent fou. Voilà. Donc, à force d'avoir été dégoûté de l'argent, on a tué l'entreprise nationale, les petites entreprises qui ont disparu. Maintenant, vous payez à des très grosses entreprises qui font de l'import-export, qui ne payent pas d'impôts en France, et qui vous font 30, 40, 50 fois ou 700 fois la culbute, dans certains cas, comme je l'ai vu. Et voilà, donc à force d'avoir joué cette fibre communard socialiste, si vous voulez, avec un teinté de marxiste, eh bien, vous avez ce résultat d'un pays qui est un pays soviétique. Il n'y a plus rien. Alors, il n'y a plus de savoir-faire, tout le monde est au chômage ou dans la pauvreté ou fonctionnaire, et donc on n'a plus aucun esprit, on n'a plus de culture du travail, on perd du vocabulaire, on perd des savoir-faire, on perd des liens familiaux, chacun est seul chez soi, le voisin crève, on s'en aperçoit au bout de 15 jours parce qu'il n'y a plus de liens, les gens ne se connaissent plus, le flic est surabondant parce que, évidemment, pour payer tous ces fonctionnaires, il faudrait en principe des entreprises. Or, on n'a plus d'entreprise, donc on a de plus en plus de déshérence sociale, de violence, etc. Donc plus de violence, plus de flics. Il faut payer plus de flics, donc plus d'impôts. Hein, et plus de tribunal, plus de juges, plus d'huissiers, plus de procureurs, plus de tout ça grouille, si vous voulez, de personnages de toutes sortes pour compenser les faiblesses d'un État qui va en s'écroulant. C'est pour ça qu'on est dans une catastrophe. Aujourd'hui, vous avez une dette qui galope aussi pour d'autres raisons, j'en suis bien d'accord, mais le fond du problème, il est là. Le fond du problème, c'est que la France a perdu ses savoir-faire et son goût du travail justement rémunéré. Et elle s'est mise à éprouver un dégoût pour l'argent, un dégoût pédant, ridicule, que je confesse, hein, j'ai été aussi dans cette mentalité-là, et qu'on ferait bien de réviser à l'aune du travail. Il s'agirait, moi je dis à toutes les personnes qui sont très critiques sur l'argent, je dis, vous devriez d'abord créer une entreprise. Créer une entreprise et embaucher des gens, et vous verrez ce que c'est que la valeur de l'argent. Vous saurez ce que c'est. Travailler 18, 19 heures par jour. Et puis on verra, ensuite on parlera, quand vous aurez fait ça 10 ou 15 ans, on en reparlera. Mais malheureusement, comme il n'y a plus d'entrepreneurs et qu'il n'y a plus que du fonctionnaire ou du chômeur, qu'est-ce que vous voulez expliquer? Ils sont tous totalement opposés à l'argent, ça les dégoûte. Les fabricants, les gens qui essaient de vendre leurs produits sont des gens pas fréquentables, ils sont méprisables, et c'est ce que je vous ai dit de ce juge qui me disait, j'étais en train de liquider ma faillite, qu'est-ce que vous faites d'autre dans la vie? Je suis écrivain. Ah bah oui, ça c'est quand même beaucoup mieux. Et là vous avez le point d'orgue de toute l'hypocrisie et du parasitisme social. Ce sont les parasites en fait. Ces gens qui se permettent de vous juger sur un point de vue moral alors que ces gens ne font rien, sont des juges, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais travaillé de leur vie, ne savent pas ce que c'est que le travail, ils ne font que parler. Éventuellement gribouiller un peu, mais en général c'est les secrétaires et les huissiers qui font tout le travail et les assesseurs, etc. Bon. Bref. Loin de moi l'idée de profiter de qui que ce soit, et si les communards me sont plutôt sympathiques, cela ne fait pas de moi un profiteur, je pense ni un dette de la gratuité ou du dû. Mais c'est la même chose, c'est pareil. C'est lié tout ça, si vous voulez.
C'est lié. Bien sûr que vous allez me dire, ah, moi je comprends très, très bien qu'il faut rémunérer le travail. Mais néanmoins, pour moi, dans mon esprit, la matière et l'argent sont quand même en dessous du reste. Donc c'est la même chose. Bien sûr que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous ne vous levez pas le matin en disant, aujourd'hui je vais bouffer du commerçant et je vais casser la tête aux gens qui travaillent. Bien sûr que non. De bonne foi, vous le pensez. Mais c'est là le problème. C'est là le problème. Ainsi plus aisé financièrement, c'est avec plaisir que j'aurais également souscrit à l'histoire du soir. Et bien voilà, vous n'êtes pas aisé financièrement. Pourquoi? À cause de tout ce que je vous dis. Parce que si vous... Alors, on peut refaire un petit historique rapidement, parce que vous me faites la grâce de me répondre, donc on peut aller un peu plus loin. Pourquoi est-ce que vous êtes fauché? Mais parce que vous êtes dans un état obèse, en surcharge pondérale, qui vient de tout cet état d'esprit où on a besoin d'une intervention publique, d'un État-providence qui a grossi. Vous avez 5 millions d'élus. C'est indispensable d'avoir les élus. Pensez bien, hein. Sans élus, qu'est-ce qu'on deviendrait? Mais la France, elle s'est faite sans toutes ces administrations qu'on a. On a 42 ministères, si je ne me trompe pas. Les Allemands, ils en ont 6. Donc, pourquoi est-ce que vous êtes fauché? Parce que d'abord, on vous ponctionne énormément, et ensuite parce que vous avez des droits de succession. En fait, vous devriez aujourd'hui être prospère et avoir de l'argent devant vous, largement. Mais on vous a volé, avant même d'être né, on a volé à vos parents de leur vivant, puis quand ils sont morts, et ainsi de suite. Moi, si je remonte à 4 générations, il y a 4 générations dans notre famille, on avait 12 hôtels particuliers dans Paris, on avait des terres en Argentine, l'un de mes aïeux avait créé un énorme laboratoire qui a vaincu l'herpès, si je ne m'abuse, je crois que c'est l'herpès, ou la tuberculose, je ne sais plus. En tout cas, une maladie extrêmement grave qui sévissait en 14-18 et qui a permis de s'enrichir au fondateur, qui est un énorme travailleur. Bon. Et donc ce gros labo a été racheté ensuite par des voyous comme il se doit. Bon. Donc ces gens-là, ils avaient du bien, ils ont fait du bien, et avec ce bien, ils ont fait du bien, parce que je dis toujours, le bien doit faire du bien. Donc ils ont créé des écoles, d'excellentes écoles, dont une est célèbre aujourd'hui. Ils ont fait des choses. Bon, leur fortune, elle n'était pas toute seule, et elle n'était pas là pour mépriser le peuple. Elle était aussi au service du peuple, parce que ces gens-là, ils en étaient issus, et ils savaient aussi ce qu'ils devaient à leurs contemporains, et d'où ils venaient. Bon. Et bien voilà, vous voyez, après 4 générations, eh bien, il ne reste plus rien. Moi, je suis né dans une famille fauchée. Mon père a été parlementaire, mais maman, qui était une famille d'aristocrates, ils ont toujours été pauvres. Toujours. Ils ont toujours compté les factures, ils ont toujours eu beaucoup de difficultés, ils ont beaucoup parlé d'argent parce qu'ils n'en avaient pas. Et c'était aussi leur faute à eux, parce que moi j'étais le premier entrepreneur depuis des générations, depuis ce fondateur de labo. Il n'y a eu que des politiques, des énarques, des fonctionnaires dans ma famille. Il y a eu quelques médecins aussi, parce que dans les familles classiques, on est militaire, politique, médecin, le truc hyper classique, si vous voulez. Bon. Donc il n'y avait pas d'entrepreneur, on ne savait pas très bien ce que c'était que l'argent, mais on en souffrait. On ne savait pas, on n'avait pas d'argent. Et c'est une fatalité d'ailleurs. Gagner de l'argent, c'était même impossible dans leur esprit. Moi, quand j'ai commencé à créer mon activité, ils me prenaient pour un fou. Et même moi, il a fallu que je me batte contre ce fantasme de l'argent impossible. Et c'est très fréquent que dans cet état d'esprit communard, l'argent, c'est la faute à Rousseau, c'est la faute à Voltaire. On n'en aura jamais, on sera toujours des pauvres, on sera toujours dans la misère, il y a toujours des riches qui vont se gaver sur nous. Donc dans cet état d'esprit de crevard, on ne peut pas survivre, puisqu'on est fatalement la dupe d'un système qui va nous exploiter. C'est toute l'histoire du communisme. Et donc, un jour, on se vengera. Et ça a donné ce qu'on a vu. Alors que c'est du fantasme. On peut parfaitement, aujourd'hui, faire fortune, on peut parfaitement gagner sa vie. Évidemment, il faut savoir connaître un peu les trucs et passer à travers les mailles du filet. Bien sûr, il ne faut pas se laisser prendre par les voleurs que sont les agents du fisc, et qui sont payés à la prime pour vous couler. Et je les connais. Et j'ai lu quelques bouquins aussi, écrits par eux-mêmes, par des inspecteurs du fisc, qui expliquent comment ils mènent leur métier et comment faire pour leur échapper. Bon, aujourd'hui, il n'y a plus aucune morale de toute façon, ni au fisc ni ailleurs. Mais voilà, j'ai dû me battre contre un fantasme, l'impossibilité de gagner des sous. Aujourd'hui, on peut gagner des sous. Il suffit de travailler un petit peu, il faut vouloir travailler. Seulement travailler, c'est une chose qui est impossible aujourd'hui, puisque la population ne peut plus travailler, elle n'est plus en mesure ni de se battre, ni de travailler, parce qu'elle a perdu ses facultés. De même qu'elle ne peut plus instruire ses enfants, elle ne peut plus se soigner elle-même, elle ne peut plus s'alimenter elle-même. Vous voyez, elle est devenue pratiquement amorphe et très incapable. Alors ici ou là, effectivement, on se fait un petit potager, on essaye, mais on a perdu énormément de savoir-faire. En perdant l'argent, on a perdu les métiers. En perdant les métiers, on a perdu les savoir-faire. Et perdre les savoir-faire, c'est la pire des choses pour un pays, parce que le trésor central d'un pays, c'est pas sa morale, encore qu'elle soit centrale, c'est pas sa puissance. Vous voyez, les peuples extrêmement vertueux qui ont disparu. Hein.
sous le joug, ou sous l'invasion, ou d'une autre manière. Et donc c'est le savoir-faire. Le centre d'un pays, le cœur d'un pays, ce qui fait sa puissance, sa force, c'est son savoir-faire. Et un peuple qui a un véritable savoir-faire a une véritable morale. Alors que les peuples qui n'ont pas de savoir-faire ont des anté-morales ou des anti-morales. C'est ce qu'on a aujourd'hui. On a des gens qui vous font une morale publique, qui n'ont aucun savoir-faire et qui donc pensent à l'envers. C'est ce que je vous disais avec mon paysan tout à l'heure. Comme jamais ils ne voient la finalité de leurs propos et de leurs aberrations, de leurs hérésies, eh bien ils se trompent toute la vie et trompent tout le monde. Et ils sont persuadés d'avoir raison. Pour finir, je ne réclame rien. Je ne fais que souligner un aspect de votre pratique qui m'a dérangé. Et vous en ferez ce que bon vous semble, vous ferez de moi un pro-soviétique, un communiste sur le retour, un assisté potentiel, un illuminé. Non, je ne dis pas ça, mais je pense que toutes ces tendances existent chez le français. Je n'en fais pas une accusation, je vous dis, j'étais aussi comme ça. J'ai été élevé et j'ai vécu dans un monde comme ça. Nous sommes tous un peu communards, bolcheviques, assistés, bien sûr, et aussi un peu illuminés, parce qu'on croit que les choses vont se faire toutes seules, et que les pommes de terre poussent toutes seules, et que voilà. Alors certes, Dieu nous donne, et il nous donne gratuitement, mais il faut quand même aller chercher les fruits sur les arbres. Il faut se déplacer, il faut travailler, il faut les entretenir, etc. Il y a un travail. S'il n'y a pas de travail, il n'y a rien, et tout se dessèche. Promenez-vous dans la campagne, vous n'entendez plus d'oiseaux, il n'y a plus d'animaux, il n'y a plus rien. Ah oui, on a tellement une vision écologique de la nature que maintenant il n'y a plus rien. Alors bien sûr, d'un côté, on a laissé faire les épandages et les insecticides, etc., etc. On a bousillé la terre avec la charrue, c'est ce qu'explique très bien Bourguignon. Mais d'un autre côté, surtout, il ne faut pas intervenir sur la nature, parce que l'homme n'est pas digne de la nature. Donc voilà, telle qu'elle est. Eh bien oui, mais la nature sans l'homme, elle disparaît, elle crève. Et ça, on le sait très bien aujourd'hui. On le sait de mieux en mieux. On le voit partout d'ailleurs. Partout dans le monde où l'homme a reculé, où il n'y a plus de culture saine, de culture ancestrale, eh bien vous avez une désertification. Ce n'est pas toujours systématique parce qu'il y a des cultures pastorales qui sont anciennes et fallacieuses, mais enfin de manière générale, si vous voulez, l'éloignement de l'homme par rapport à la nature fait le désastre de la nature. Et il lui faut longtemps pour se remettre. Bon, enfin voilà, ça c'est de même, j'explique souvent l'industrie du bois. Vous avez tous ces péronnels sur internet qui vous expliquent oh c'est pas bien de couper des arbres. En Amérique du Sud ils coupent beaucoup d'arbres. Ce qu'ils savent pas, c'est qu'au Chili par exemple, qui est un des premiers producteurs de bois du monde, c'est là où il y a le bois le plus jeune, le plus de dégagement d'oxygène, parce que ce sont les arbres jeunes qui produisent le plus d'oxygène et non pas des arbres vieux. Et eux ne sont pas des idiots. Ils produisent du bois, c'est leur revenu, et donc ils plantent des arbres au moins autant que ce qu'ils coupent. Donc la présence de l'homme intelligente, évidemment, l'homme intéressé financièrement fait une intelligence. Et donc il y a un travail d'entretien, et c'est eux qui connaissent le mieux les arbres, c'est pas les gens sur internet qui en jugent de haut. C'est eux, et c'est pour ça qu'au Chili vous avez une vraie culture. Enfin, je ne suis pas retourné depuis longtemps, en tout cas pendant longtemps, il y a eu vraiment des arbres absolument extraordinaires et un travail extraordinaire au Chili, autour du bois, de la part de gens qui effectivement coupent des arbres, mais ne font pas que ça. Bon, laissez toute la nature, on ne touche plus à rien et surtout on ne fait rien, on n'intervient plus. Vous avez les arbres qui vieillissent, qui pourrissent, qui attrapent des maladies, l'homme n'est plus présent, on regarde la nature crever et puis on est content parce qu'on est entre écolos. On peut parler de plein d'exemples comme ça. La présence de l'homme est indispensable. Mais ce n'est pas du tout éloigné de ce que je vous dis sur le rapport à la matière et au rapport à l'argent, parce que c'est lié. On pense que l'homme, dès lors qu'il agit, dès lors qu'il imprime sa patte, si vous voulez, il intervient physiquement, il y a un dégoût de l'homme en fait. On retire l'homme et on retire tout ce qui va avec, et ce qu'il y a de pire, c'est l'argent chez l'homme. Donc on retire tout, et ça vient aussi avec une mentalité qui dépend de l'état sanitaire de la nation. Comme on est de plus en plus malade et de plus en plus épidermique, on se supporte de moins en moins les uns les autres. Comme on ne se rencontre plus, on ne se fréquente plus, on voit à peine la boulangère et de temps en temps le facteur, mais comme on ne travaille plus ensemble, à part dans les entreprises, en salarié, en tant que salarié, et donc dans les pires conditions possibles, parce que c'est de l'esclavage, en moins bien, la plupart du temps, on est dans un rapport à l'autre qui est faussé, sur des compétitions, dans un esprit entre syndicats et patronat. Il n'y a plus de liberté, il n'y a plus d'entreprise personnelle, il n'y a plus de gains, parce qu'on n'a rien à gagner à l'entreprise, on est dans la survie. Et donc on a de plus en plus d'irritabilité, de réactions épidermiques, de procès, de violence. Mais il faut voir la manière dont les Européens se comportent les uns avec les autres, eux qui étaient si charitables et bons et agréables à fréquenter il y a 200 ans. Il faut aller pour ça en Asie, vous allez en Asie, vous irez en Asie du Sud-Est, allez en Thaïlande, allez en Malaisie, allez en Indonésie, vous verrez comme les gens sont gentils, aimables,
et toujours arrangeant. Ils se cassent la tête pour vous, les policiers vous donnent un coup de main, ils vous emmerdent pas. Ils cherchent pas à vous coincer comme le font nos flics en Europe. Pourquoi? Parce que tous ces gens en Asie du Sud-Est travaillent, ils travaillent tous. On est en train de détruire leur travail d'ailleurs avec ce coronavirus, parce qu'on est en train de bousiller complètement l'économie familiale en fermant toutes ces entreprises de force. Enfin, c'est un autre sujet. Mais tous ces gens-là travaillent, ils sont en lien avec les autres. Et vous comprenez, dans un village où le boulanger a besoin du charron, le charron a besoin du savetier, le savetier a besoin du meunier, le meunier a besoin de l'instituteur, tout le monde a besoin, et tout le monde a besoin du curé. Quand tout le monde a besoin les uns des autres, eh bien, il y a des solidarités. On ne se permet pas d'aller dire que l'autre est un pauvre con. Et on n'insulte pas, on a besoin de lui. Ou alors on s'engueule autour d'un verre et on le fait à la gauloise, c'est-à-dire qu'on se dispute, mais enfin on reste quand même bons camarades dans le fond et on a besoin les uns des autres. Mais dès lors qu'on a remplacé ça par cet hyper-individualisme né de tout cet état d'esprit, soi-disant communautaire, parce que les extrêmes se rejoignent et qu'on passe d'un excès à l'autre, on a voulu être une masse libérée, internationale, ça a été le marxisme, ça a été le communisme, résultat, on n'a que des individus uniques, avec un ego surdimensionné, sans pratique. Et c'est un aspect qu'il faut prendre en compte. Quand les gens ne travaillent pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils se regardent. Ils se regardent, ils s'autocontemplent, ils sont dans l'analyse. Alors ils vont voir des psys, ils prennent des médicaments, ils se suicident, ils se bagarrent, ils boivent. Vous le voyez tout ça, vous l'avez sous les yeux. Vous avez la logique de cette société très très pernicieuse. Tout est faux, tous les postulats sont faux depuis le départ. Donc il faut reprendre, alors après on parlera mais qu'est-ce qu'a bien pu dire Jésus au sujet de ce qui est en haut, et de l'esprit, et n'a-t-il pas condamné le travail et la matière? Donc on va en parler, mais je prends d'abord votre message suivant. Enfin, pour en terminer, notez que je suis issu d'une milieu ouvrier et j'ai grandi dans les ZEP des banlieues et donc très loin des valeurs de la bourgeoisie des centres-villes. Oui, mais ça, c'est pas forcément une garantie. Et d'ailleurs, vous aurez remarqué que la plupart des faux nobliaux du gouvernement sont issus de la masse ouvrière aussi. Je ne vois pas d'aristocrates actuellement dans le gouvernement. Et j'en vois pas beaucoup dans les ministères. Ça me fait penser à ce ministre des Finances socialiste assez bedonnant, là, qui avait une grande gueule aussi. Comment il s'appelait? Il s'est fait remarquer à l'époque. Ministre des Finances, ça doit vous revenir. Ce gars qui était très, très, très prolo pour le coup. Il allait dans les cafés et il offrait la tournée générale. Bien sûr, c'était payé par le ministère. On pensait bien que c'est pas lui qui payait de sa poche. Donc, il offrait la tournée générale et il sortait des pascals et des gros billets de 500 francs. Vous croyez que le petit peuple, il trouvait que ce gars était proche de lui? Je crois pas, personnellement. Ça laissait un gros malaise. Alors il est rentré ensuite au ministère, puis il se félicitait sur les plateaux de télévision en disant, je me souviens, il disait ça, il s'en félicitait. Il disait, ah oui, moi j'hésite pas à aller dans les cafés, j'ai même pas peur de boire dans des verres crasseux d'anisette et de discuter avec les gens. Mais quel mépris! Mais quel mépris! Et ça, c'est très caractéristique des gens qui viennent d'en bas, qui s'en sont sortis et qui, étant arrivés tout en haut, éprouvent un mépris profond pour les gens qui leur ressemblent en fait le plus. Parce qu'ils veulent s'en démarquer. C'est toute l'histoire de la Révolution française d'ailleurs, parce que qui a coupé des têtes, c'est les gens issus du peuple, c'est Danton et Robespierre, qui avaient une haine mortelle et qui étaient très vexés, ils le racontent d'ailleurs eux-mêmes, de leurs années d'école, parce qu'ils ont été parmi les premières générations à aller à l'école. Autrefois, l'accès à l'école était volontaire, mais là, Louis XV a accéléré les choses, pas en forçant la main, mais en ouvrant grand les portes de tous les établissements au peuple. Ce contre quoi se sont beaucoup battus les gens des Lumières, les parlementaires, qui ne voulaient surtout pas, à l'instar de Voltaire, que le peuple accède au savoir. Donc c'est le roi qui l'a voulu. Bon. Et donc ces gens ont accédé à ces écoles, seulement ils étaient certainement moins bien habillés que d'autres, ils étaient peut-être plus pauvres, et puis ils avaient moins de savoir. Et donc ils ont dû se vexer mortellement de la fréquentation des enfants, des aristocrates, et de là est née une haine qui a conduit à la Révolution, ce qui n'explique pas tout, mais c'est l'un des éléments. Ces gens ont coupé les têtes volontiers parce qu'ils avaient beaucoup, beaucoup de haine et de ressentiment, parfois justifié, mais allant jusqu'à la mort, certainement pas, de gens vis-à-vis desquels ils disaient que, enfin, ils avaient du ressentiment et dont ils disaient qu'ils ne supportaient plus leur morgue. On a le récit comme ça de soldats qui se sont mis à tirer sur leurs officiers en 1785 parce que l'officier arrivait à cheval et avait de la morgue. Alors la morgue, c'est quoi? C'est il avait une gueule qui ne me revient pas en fait. Donc on a commencé à tuer les officiers comme ça, puis on a pendu les capitaines sur leur navire. C'est comme ça d'ailleurs qu'on s'est pris des raclées ensuite avec les Anglais. Parce que jusqu'ici on tenait à peu près les mers, mais à partir du moment où on a supprimé tous ces gens qui savaient, tous ces gens de métier,
tous ces grands capitaines, tous ces officiers qui connaissaient quand même le travail, et ce n'étaient pas les officiers de promo, et ce n'étaient pas des crapahuteurs de moquettes, c'était des vrais, eh bien, l'armée républicaine est allée de débâcle en échec, sauf à négocier des victoires comme à Valmy, en corrompant le Brunswick, le chef d'en face. Bon. Alors, message suivant. Ainsi, si je vous entends bien, point de salut hors du système commercial. Ah ben, vous m'avez mal entendu. Je n'ai jamais dit ça. Mais il est certain que le salut financier d'un pays dépend de son système commercial. C'est totalement évident. C'est évident. Agricole et commercial. Qu'est-ce qui a fait les civilisations, dites-moi? Comment est-ce qu'on a pu s'offrir le Louvre, Versailles, les Champs-Élysées et tout ce qu'on a édifié depuis 2000 ans? Ben, c'est le commerce. C'est la production agricole et le commerce. Une production agricole par elle-même ne vaut rien, elle ne prend sa valeur qu'au moment où on commence à la vendre. Elle vaut pour le paysan qui la consomme lui-même. Mais sans commerce, il n'y a rien. On pérore. On a des gens dans un pays qui s'appelle soi-disant la France, qui est en réalité la République française, qui est un pays en voie de sous-développement. C'est ce que je dis déjà depuis 30 ans. Hein. C'est un pays en voie de sous-développement. On pérore, mais on n'a plus un centime. Et donc, on dépend de gens qui ont de l'argent. On est sous la coupe de Soros, du Qatar, de Rockefeller, de Rothschild et d'un certain nombre de personnes qui tiennent les cordons de la bourse. Évidemment. On est sous la coupe de l'Europe qui nous dit quoi faire, puisqu'on n'a pas un centime. On est endetté. On n'a pas les moyens. Alors on peut être fort en gueule si vous voulez, hein, mais on n'a aucun moyen réellement de pouvoir défendre une position quelle qu'elle soit. Donc on s'écrase, c'est tout. Vous savez, je connais ça de très très près. Si vous saviez comment ça s'est passé à l'époque où mon père était député, j'avais des nouvelles assez fraîches de ce qui se passait au gouvernement, et donc on avait des choses, mais à mourir de rire, à mourir de rire. Et à chaque fois qu'il y avait un événement un peu considérable, tel que l'invasion de l'Afghanistan, tel que les attentats en France ou au Liban, quand le Drakkar a explosé, etc., à chaque fois les Français ont un petit peu levé la tête pour dire c'est un scandale, on ne se laissera pas faire, mais ils se sont écrasés, parce qu'ils avaient en face d'eux des gens beaucoup plus puissants et beaucoup plus riches. Donc on ferme sa bouche et on explique au peuple, on va inaugurer les chrysanthèmes, on va enterrer quelques soldats ou quelques victimes, mais en fait on ne peut rien faire. Voilà. Donc s'il n'y a pas d'argent, vous n'avez rien. Ça, c'est la réalité. C'est une réalité imparable. Si tu veux la paix, prépare la guerre, mais pour la guerre, il faut avoir des armes, et pour les armes, ça se paye. Pour avoir des armes, il faut avoir une armée, des armes, ça se paye. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Ah, si tu veux pas la paix, bah, c'est très bien, fais comme Jaurès, ne prépare surtout pas la guerre. Surtout pas, et dit que le soldat allemand, l'ouvrier allemand ne tirera jamais sur le soldat français. Crois que tout se passera merveilleusement bien. Et on voit ce que ça donne. On voit très bien ce que ça donne aujourd'hui. Donc vous devez impérativement restaurer des savoir-faire et une prospérité minimale, qui n'est pas un but en soi, mais c'est le nécessaire. Sans commerce, sans toutes ces entreprises, eh ben vous n'avez plus de système de santé, vous n'avez plus rien, vous n'avez plus de sécurité. On paye des flics, on achète des mercenaires européens parce qu'on n'a plus de quoi payer les flics. Vous avez vu ça? Aujourd'hui, ce sont des mercenaires européens qui viennent. Donc on fait appel sur le marché à des gens qui vendent leurs services et qui se déguisent en flics lors des manifestations. Donc oui, il n'y a pas de salut financier hors du système commercial, c'est évident. Faisons donc le tour du propriétaire. L'expression tombe à pic car depuis le temps où le premier homme clôturait un espace de terre en déclarant ce système à propriété, nous avons assisté effectivement à un progrès fulgurant de l'humanité. Oui, absolument. Depuis que l'homme s'est établi et qu'il a déclaré ceci est ma propriété, oui, effectivement, c'est là qu'on a eu toute l'ascension de l'humanité. C'est de là qu'on est sorti des systèmes tribaux, des violences, de l'instabilité, etc. Bien sûr. Bien sûr. Mais ce que vous dites, ça rejoint ce que dit Attali. Attali, il prône la société du nomadisme. Il dit les propriétaires sont méchants par définition. Ben oui, mais c'est le nomadisme aujourd'hui qui tient la planète. C'est la banque apatride qui tient tout. Vous voyez où est-ce qu'on en est? Comparez la situation de 1550 à celle d'aujourd'hui. Et vous verrez quel est le progrès qu'on a pu faire depuis, justement, qu'il n'y a plus de propriété. Regardez ce qui s'est passé en Union soviétique où il n'y a eu plus de propriété. Regardez comment ça s'est passé. Vous avez eu 100 millions de morts, au moins. Je pense qu'il y en a eu davantage personnellement pour les études que j'en ai fait. Regardez ce qui s'est passé en Chine. Plus de propriété. Ah oui, super le progrès. Magnifique. Ça a été le plus grand drame de toute l'histoire de l'humanité. Donc bien sûr que la propriété est indispensable. Mais ça n'est pas un but en soi.
Vous savez, ce que vous dites, c'est un peu, ça me fait penser au film de Chabrol, parce que c'est un petit peu cette critique qui date des années 70, c'est très teinté des années 60-70, c'est la critique des bourgeois de province, les petits propriétaires. Oui, mais tous ces gens-là ont disparu, et regardez par quoi ça a été remplacé. Ah oui, on pouvait se moquer du petit pharmacien, et puis des petites histoires de paroisses locales, c'était assez méprisable, hein, et c'est un peu ce que disait Chabrol, qui avait une certaine affection, puis en même temps beaucoup de mépris pour tout ça. Vous regardez tout ça, hein, les fantômes du Chapelier, toutes ces petites gens, là, ils s'en moquaient. Ouais, mais maintenant, il n'y a plus rien, il n'y a plus de Chapelier, il n'y a plus de boucher, il n'y a plus rien. Vous avez des assistés, des drogués, vous avez des gens qui ne foutent rien, qui sont devant leur ordinateur, qui jouent toute la nuit. Chabrol n'a même plus de quoi faire un film. Qu'est-ce que vous voulez faire un film sur un mec qui est devant son ordinateur, qui joue toute la journée? Ou qui croit être un surhomme sur les réseaux sociaux? Vous vous rendez compte? Donc oui, vous pouvez avoir tout le mépris que vous voulez, mais ce mépris, je vous le dis, il est daté. Qui a tenu tout le système et a permis qu'il y ait des hôpitaux, des crèches, des routes, des usines, etc. C'est les gens qui travaillaient. C'était des commerçants, c'était des industriels, c'était des artisans, c'était des agriculteurs, c'était des libéraux. Oui. Pour être plus précis, pour la minorité esclavagiste qui tire les ficelles en assurant une sécurisation toujours plus poussée de son système comme de ses bénéfices. Pas du tout. Manque de connaissances sociologiques et historiques. La minorité esclavagiste est sortie de la banque. Ce sont des banquiers. Ces banquiers sont apatrides et donc nient à chacun le droit de propriété. Et ils sont sortis de la Révolution en direct, car la minorité esclavagiste n'eût pas été possible avant que la Révolution n'abolisse les droits de la population. Alors je vous invite à lire des ouvrages, ceux de Jacques Herz par exemple, ou de regarder les vidéos de Mario Sigon qui vous expliquent que justement pas. C'est la loi Le Chapelier. Ce sont toutes les dépossessions, l'abolition des privilèges. Une catastrophe pour la population. Une catastrophe. Si vous saviez ce que c'était que les privilèges, c'était des privilèges essentiellement du peuple qui ont été abolis. Savez-vous par exemple que, avant la Révolution, quand on allait sur un marché, toutes les marchandises présentes sur un marché étaient réservées à la population. Aucun spéculateur ne pouvait rien acheter avant 18h ou la clôture du marché. C'était interdit. Eh bien, c'est l'une des choses que la Révolution s'est empressée d'abolir. Un spéculateur peut arriver à 9h du matin et rafler toutes les marchandises. Et bien sûr, en faire un monopole et affamer la population. C'est ça la Révolution. Et à la suite de la Révolution, vous avez une chute catastrophique, puisque vous avez l'alphabétisation chute au niveau où elle était avant Vercingétorix. Les brevets décroissent de l'équivalent de 20 pour 1. Et donc l'Angleterre nous passe devant. Hein. L'industrie s'effondre évidemment, le commerce international s'écroule, et vous avez cette immense catastrophe du 19e qui est très fortement marquée, vous en conviendrez, de pauvreté. C'est Zola, c'est Hugo, c'est ce récit catastrophique qu'on n'a pas au siècle précédent. Le 19e siècle, c'est le début de l'esclavage moderne, c'est ce que Louis XV refusait à tout prix, c'est-à-dire ces factoreries avec des murs d'enceinte montant à 4 ou 5 mètres, des populations entassées là-dedans, avec des lits qui ne refroidissent jamais, détail qui fit pleurer Louis XV quand même quand on lui racontait ce qui se passait en Angleterre. On lui disait voilà comment ça se passe en Angleterre, voilà ce que c'est que le capitalisme qui arrive, l'esclavage des individus. Donc c'est une minorité qui détient le capital. On supprime tous les droits de propriété individuels et les droits de l'homme, les véritables droits de l'homme, pas ceux qu'on a réinventés par la suite, conformément à l'évangile. Et donc ce récit, un espion le fait au roi, le roi se met à pleurer, à chaudes larmes. Vous imaginez? Ça ferait rigoler Macron aujourd'hui. Et il dit, jamais, jamais il n'y aura ça en France. Je me battrai pour ça. Jusqu'au bout, je refuserai que cette révolution arrive. Il sentait très bien les choses. Je vous recommande de lire Paul del Perugia et vous verrez comme quoi tout est inversé dans ce qu'on nous raconte. Donc le roi refusait ces systèmes et il a renforcé le droit des individus et il a tenu en laisse, autant qu'il l'a pu, les parlementaires, pour beaucoup francs-maçons, liés aux loges d'Angleterre et qui souhaitaient l'avènement de ce capitalisme moderne, qui est l'appropriation par un petit groupe et la mise en esclavage de la population. Voilà. Donc l'argent a été librement réparti par le fait du savoir-faire, des maîtrises et des compétences. Il est devenu une marchandise en soi, attribuée qu'on a accaparée et qui a été distribuée à des imposteurs, des incompétents, des gens qu'on a payés pour maintenir la tête sous l'eau au peuple.
Relisez la lettre de Bismarck, très célèbre, où il explique pourquoi il ne faut pas que la France se redresse et comment faire pour qu'elle ne se redresse pas. Et c'est exactement tout ce que je vous dis. Hein. Il savait très très bien comment les choses pouvaient fonctionner beaucoup mieux pour la France et ce qu'il fallait empêcher. Il ne fallait surtout pas que la France puisse se redresser. Donc il fallait maintenir ce système révolutionnaire. Bismarck l'a appuyé à fond en soutenant le socialisme et les radicaux qui étaient de cette veine-là, c'est-à-dire soi-disant anticapitalistes. En réalité, totalement entre les mains du capitalisme. Je vous rappelle que le journal Humanité a été créé par des banquiers et des capitalistes. Le communisme a été créé par des banquiers et des capitalistes. C'est la Banque d'Angleterre, c'est Warburg, Weil, Rothschild, Rockefeller, les fondateurs du communisme. C'est Lord Milner qui distribue à pleine poignée des roubles dans les rues de Petrograd. Enfin, de Petrograd. De Saint-Pétersbourg, pardon. Futur Petrograd. C'est la révolution bolchevique, c'est Trotsky, financé, soi-disant obscur petit journaliste, qui part un jour sur un bateau avec des tonnes d'or, emmenant avec lui 400 mercenaires, on se demande où est-ce qu'il les a trouvés et qui a payé, et qui se fait arrêter au Canada, qui passe un seul coup de fil à la Maison-Blanche, essayez-vous d'appeler la Maison-Blanche, il est libéré sur le champ et il arrive en Union soviétique pour mener sa révolution. C'est le train d'or plombé de Lénine qui traverse l'Allemagne. Donc autrement dit, tout le monde le sait, enfin je pense qu'aujourd'hui tous les historiens le savent, le capitalisme a fabriqué le communisme, ce qui s'explique très bien puisque le but, avoué d'ailleurs par les maîtres du jeu, était de créer un axe avec, comme il le disait, deux roues tournant en sens contraire, mais allant, comme sur une automobile, dans la même direction. Comment ne pas voir que nous sommes arrivés aujourd'hui à l'apogée du système ? Eh oui, l'apogée d'un système qui est l'antithèse de ce que je préconise. Mise en coupe réglée d'une partie de l'humanité réunie de travaux forcés masqués, exactement, tandis qu'une autre partie est laissée pour compte et ou exploitée afin de subvenir aux besoins de la première, elle-même pressurée afin d'assurer une rente à une troisième. Cette troisième est infime minorité, sans foi ni loi, et prête à tout, et sacrifiant pour cela tous les écosystèmes et toutes les espèces vivantes, nous compris, au nom de la sacro-sainte liberté d'entreprendre, de vendre, fabriquer. Pas du tout. Pas au nom de la sacro-sainte liberté d'entreprendre, ils ne le disent jamais. Au nom de l'écologie, au nom du socialisme, au nom des peuples, au nom des droits de l'homme. Écoutez bien ce qu'ils disent. Ils sont tous issus, tous ces milliardaires sont de gauche, pratiquement tous. Citez-moi un qui soit de droite ou d'extrême droite, un seul. Ils sont tous de gauche, et ils sont tous dans les belles valeurs, l'humanisme, ils ne réclament que ça, ils ne parlent que de ça. C'est là où vous faites une confusion. Vous croyez que tout ça vient de la droite riche et bourgeoise et capitaliste, mais vous n'avez pas compris, vous avez loupé un chapitre qui s'appelle la Révolution. La Révolution a détruit le travail des populations, les aristocraties, les véritables mérites, les fiefs, etc., au profit d'une caste de marchands. C'est pour ça que vous avez le capitalisme maintenant. Le capitalisme, c'est depuis la Révolution, c'est pas avant. Il n'y a pas de capitalisme avant ça, à proprement parler. Il y avait une circulation de l'argent, il y avait un capitalisme, si vous voulez, sous bride, bridé par des États dont la force morale n'était pas centrée sur le pouvoir de quelques-uns et sur l'argent. C'est là la nuance. L'argent n'est pas le centre, mais dès lors que vous essayez de l'évacuer, vous en faites le maître. C'est ce qui s'est passé. Officiellement, l'évacuer, comme on s'est retrouvés tous très pauvres et entre les mains des quelques puissants, on s'est retrouvés à être totalement inféodés à leurs ordres. Je rappelle que sur la place du Kremlin, à l'époque de Staline, et jusqu'à la perestroïka, qu'est-ce que vous trouviez au numéro 2 place du Kremlin ? C'était la banque Rockefeller. Qu'est-ce qu'il y a derrière le communisme ? C'est les banques. Vous voyez ? Donc il faut remettre tout ça dans le bon ordre. Là, si vous voulez, vous êtes dans une confusion qui est le discours classique de gauche. Mais il est faux. Parce que vous ne savez pas ce qui s'est passé. Vous ne comprenez pas, vous n'avez pas appris tous ces éléments d'histoire qui sont factuels. L'argent roi, c'est la révolution et ses suites. Jusqu'au marxisme qui est le meilleur moyen de contrôler la planète avec relativement peu d'argent. D'ailleurs, je vais vous faire remarquer que les soviets sont organisés exactement comme les États-Unis, c'est pareil. Aux États-Unis, vous avez la réserve fédérale, c'est une propriété privée. Ce sont des banques, enfin ce sont des individus, donc des entreprises privées, qui détiennent donc le rôle central, inexpugnable des marchés de la monnaie, donc le contrôle total. Donc c'est un petit groupe privé, le président des États-Unis n'est pas autorisé à y mettre les pieds,
Ils n'y vont d'ailleurs jamais, c'est sous bonne garde, le président de la République américain ne peut pas rentrer dans la Fed, donc c'est la Federal Reserve Bank, qui détient un ensemble de banques et d'organisations et de multinationales et de trusts qui eux-mêmes influent sur toutes sortes d'organisations sociales, notamment toutes sortes d'associations, qui finit décrescendo par des organisations locales et puis l'individu. Eh bien, en Union soviétique, c'est la même chose, et vous avez à peu près le même nombre d'individus, vous avez le Soviet suprême, et puis les bureaux politiques, le parti, et puis les soviets locaux, les Sovkhoz, Kolkhoz, etc. Donc c'était la même hiérarchie. Et pourquoi? Parce que ça a été écrit par les mêmes individus. Lisez le livre de Deirdre Manifold qui s'appelle L'enfer de Lucifer contre Fatima. Et vous allez voir tout l'historique depuis Cromwell de la manière dont ces gens d'argent ont pris le contrôle. Et là, vous verrez ce que c'est que le capitalisme, et vous verrez ce que c'est que la vertu de l'argent, et vous verrez ce que c'est que le capitalisme. Et vous pourrez faire le distinguo. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est la différence qu'il y a entre une automobile, qui peut être extrêmement utile, et le char qui écrase la foule. C'est une chose dont on fait mauvais usage. Et que créons-nous essentiellement? Des choses, de véritables immondices à l'obsolescence programmée, nourriture comprise. Vous créez rien d'autre. Qu'est-ce que vous créez d'autre? Dans l'ordre créé, il n'y a que des choses de matière. Le reste, la pensée, ça n'est pas une création. Moi, j'écris des livres, c'est pas une création. C'est une création intellectuelle, si vous voulez. Que créons-nous? Vous allez vendre quoi? Est-ce que vous avez payé quelqu'un pour un discours? Non. Vous achetez votre pain. Ça correspond à un travail. Le travail n'est pas un immondice à obsolescence programmée. Le pain ne se conserve pas éternellement, en effet. Voilà. Pour le plupart plus inutiles les unes que les autres. Vous pouvez arrêter de manger. Mais alors dans ce cas-là, dites-moi, moi je ne mange pas. Et là, j'aurai de l'admiration et je tiendrai compte de ce que vous me dites. Moi, je ne mange pas, je n'utilise aucun objet. J'ai pas d'ordinateur, j'ai rien. J'ai pas d'internet, je n'utilise pas les choses matérielles. Oui, il faut être cohérent. Il ne faut pas me dire, moi je suis contre la matière et contre les choses, mais je les utilise quand même, parce que là, ça ne va pas. C'est cela que vous appelez l'échange nécessaire et utile de la création de la vente. Oui. Ne pouvez-vous imaginer notre système que la vente? Mais c'est parce que, une fois de plus, vous prenez l'exemple de mauvais objets et d'une mauvaise création industrielle pour justifier le fait qu'il fallait qu'il n'y en ait pas. Moi, je vous signale quand même, au passage, je vais vous donner un truc très simple. J'ai un château en Provence, et un jour, j'ai refait une partie des toits. Quand j'ai changé les poutres, je me suis adressé sur le marché, à des fabricants contemporains de cet état d'esprit moderne. Ils me proposaient du pain, donc garantie 10 ans. Mais ça me faisait hurler de rire. Je leur disais, mais monsieur, je crois qu'on ne parle pas de la même chose. Je ne suis pas un milliardaire. Je ne vais pas vous donner à refaire mes toits tous les 10 ans. Moi, je vous demande une garantie centennale. Quadri centennale. 400 ans, monsieur. Parce que les bois que je suis en train de descendre de mon toit, ça fait 400 ans qu'ils étaient là. C'était des bois, c'était des chênes, coupés en Russie, ayant descendu la Moscova, gelés, puis séchés 10 ans, de telle manière que la vie à l'intérieur, toutes les bestioles crèvent. Et à ce moment-là, elles étaient transportées, amenées jusqu'en France et mises en place sur les toits des châteaux en France. Voilà ce que c'était que du bois. Vous en avez du comme ça? Non, monsieur, non, attendez, comment je gagnerai ma vie? Et voilà. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse avec du bois qui tient 400 ans? Et donc, comment j'ai fait? J'ai dû aller chercher du bois moi-même, tout seul, me débrouiller pour trouver des chênes véritables, séchés au moins 10 ans. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus parce que vous avez remplacé cette société des savoir-faire et de l'argent qui circulent de manière noble et utile par cette société que vous appelez la société de l'immondice, de l'inutile et de l'obsolescence programmée, qui est un scandale absolu. Vous avez remplacé la société des savoir-faire, de l'enrichissement personnel par le travail et par le mérite, par la détestation de l'argent et donc la société de l'imposture et du gaspillage, etc. Voilà. Je crois me souvenir qu'un grand personnage dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir et que le même sauf erreur chassa les marchands du temple. Eh bien, vous vous souvenez mal. Alors on va en parler, c'est très intéressant. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, oui et non, puisqu'il est beaucoup plus difficile de recevoir que de donner déjà. Donc certes, il faut donner, il faut être dans le don. Donc là, on aborde la question christique. Là. Donc qu'est-ce que le Christ a dit? Et donc on va en parler. Mais déjà, première chose, il est beaucoup plus difficile de recevoir que de donner, parce que recevoir, c'est accepter de se mettre en dette, ce que tous les Français d'aujourd'hui refusent.
Ils refusent de se mettre en dette, ils refusent une relation où il y a une dette. Ils veulent bien donner, c'est pas un problème. Hein. Moi, je donne, je suis social, je donne, mais je veux surtout pas me mêler de la condition de l'autre. Ah non, non, c'est un pouilleux. Qu'est-ce que j'irais faire en Afrique avec les Maliens? Mais donnez-leur. C'est tous ces gens qu'on interroge sur le trottoir. Est-ce que vous accepteriez? Qu'est-ce que vous pensez des migrants? Ah oui, non, mais il faut les défendre. Vous comprenez? C'est quand même scandaleux, ces pauvres gens qui vont mourir. Est-ce que vous accepteriez de les recevoir chez vous? Ah non, là je peux pas. Là je suis désolé, je suis occupé. Hypocrisie totale, totale. Le don, c'est un don mutuel. Il n'y a pas de don sans reconnaissance de l'autre. Si vous ne reconnaissez pas l'autre, il n'y a pas un don, il y a un mépris. C'est d'ailleurs pour ça que tous les pauvres un peu dignes de ce nom refusent la charité. Je n'ai pas besoin de votre charité, vous entendez ça dans tous les films des années 30, 40. Monsieur, j'ai rien à faire de votre charité, on avait encore un peu de dignité. On ne voulait pas être acheté par l'autre. On ne voulait pas que l'autre dise « ce monsieur, je lui ai donné, il me doit ». On ne voulait pas, ce qui est très sain. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est véritablement charitable? Eh bien, on s'arrange pour que l'autre puisse rendre de sa manière. C'est Saint Vincent de Paul. Il prenait les filles de la charité, il leur disait « vous allez aider, mais arrangez-vous pour que ceux que vous aidez puissent vous rendre service à leur tour. Ils en tireront dignité. Ce sera le salaire qu'ils vous paieront. » Voilà le bon ordre des choses. Alors, bien sûr, il faut commencer par donner, parce que le don, il se fait dans un sens, si vous voulez. Il commence par se faire dans un sens, pour qu'il y ait un retour. Donc, qu'est-ce qu'il fait le boulanger? Il produit un pain. Et ce pain vous est donné. Vous est donné pour un prix qui est ce qu'il est. Aujourd'hui, c'est essentiellement de la taxe. Mais la valeur vénale du pain, c'est rien par rapport au travail du boulanger. Il s'est levé tôt, il a stocké sa farine, il a pétri sa pâte, etc. Le commerçant, mais il gère son stock, il gère ses factures, il gère les impôts, il gère tous les emmerdements que vous n'avez pas à gérer. C'est du don pur qu'il vous fait. En vous donnant sa bouteille que vous trouvez extrêmement chère à 2,50 €, sa bouteille de vin, je ne sais pas combien ça coûte en ce moment en France, supposons, 10 €, vous trouvez ça terriblement cher, vous trouvez que c'est scandaleux, d'abord c'est essentiellement de la taxe, mais même le prix résiduel vous le trouveriez trop élevé, mais vous ne vous rendez pas compte que vous payez rien par rapport à toutes ces heures qu'il a passées pour tout le reste. Moi j'ai été artisan, je peux vous dire que ce que je vendais, mais j'aurais dû le vendre beaucoup plus, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté. Pourquoi j'allais continuer à vendre à vil prix? Je ne payais même pas mes heures. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Les artisans et les commerçants et les libéraux donnent leur temps aux gens. Je parle des gens honnêtes, évidemment, parce que dans les libéraux, il y a des escrocs du genre orthophonistes, enfin pas tous, mais ou psychiatres, etc. D'accord. Mais je parle des gens qui donnent de leur temps véritablement et qui le font payer à prix honnête. Ils donnent de leur temps et ils assument tous les emmerdements que ça peut représenter. Ils consacrent leur vie à leur clientèle. Mais c'est un don extraordinaire parce que ça ne met pas en dette le client. Le client paye, il se sent satisfait, il estime qu'il a payé. Et en plus, il est considéré comme le roi, a priori. Le roi dans l'échange. Donc le client est favorisé, alors qu'il ne donne que des pièces de monnaie et du papier. Il ne faut jamais l'oublier. D'un autre côté, il donne une part de son travail à lui. Donc lui-même a passé du temps pour gagner ce bien. Et tout ça, c'est de l'échange normal et naturel et juste. Ne vous en déplaise. Alors vous voudriez qu'on donne. Maintenant, allons-y. Donc, chasser les marchands du temple, je vous l'ai dit, c'est les marchands du temple. Et non pas les marchands. Vous l'entendez, les marchands. Et voilà. Et c'est là que se commet l'erreur. Et par ailleurs, pour ce qui est de donner à recevoir, alors il y a ensuite la question de la gratuité. Alors la gratuité, c'est une question extrêmement intéressante. Hein. Moi, j'en ai fait des articles entiers à ce sujet. La gratuité, bon, moi déjà, première question, est-ce que vous donnez tout ce que vous avez? C'est ce que dit le Christ. Donnez tous vos biens. Hein. Donc déjà, première chose, est-ce que vous donnez tous vos biens? Bon, deuxième question. Et si vous aviez 10 000 € de plus par mois, est-ce que vous ne pourriez pas faire davantage de biens autour de vous? Très bonne question, n'est-ce pas? Mon père, qui était député, il vivait dans la misère. Parce qu'à l'époque, les députés étaient très mal payés. Et puis, il avait 3 salariés, 2 en province, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient le voir, à croire que le député, c'est Pôle emploi, les ACDIC, la Sécu, c'est tout. Bon. Donc moi, j'ai vu ça, j'avais un défilé incroyable de gens, de toutes sortes, des gens admirables, des paysans admirables, des gens formidables, et puis des gens qui valaient pas grand-chose aussi. Eh bien, il faut s'occuper de tout le monde. Bon. Donc, il lui restait rien. Donc, on vivait dans un immeuble misérable. Quoi que nous passions pour les riches du pays, c'était pas vrai, parce qu'on vivait très pauvrement. Eh bien, si mon père avait eu, au lieu d'avoir la maigrelette somme qui lui restait en fin de mois, ne serait-ce que le double, eh bien, il aurait pu aider davantage de personnes. Et vous voyez, ça, c'est, encore une fois, je pense que au fond de cet état d'esprit qui condamne l'argent, il y a beaucoup d'égoïsme, parce qu'on ne pense pas une seconde que cet argent peut faire un bien. On regarde l'argent comme étant de l'argent. On le regarde, en fait,
exactement comme l'usurier, dont vous parlez ici. Eh oui, c'est l'usure. Eh bien, la gratuité, c'est pas ça. La gratuité, ce n'est pas regarder l'argent comme ça, c'est savoir donner, faire don de soi, donner de son temps. Mais c'est aussi, et je vais vous apprendre aussi quelque chose, c'est savoir ne pas donner gratuitement. Car si vous donnez, et j'en ai fait l'expérience, si vous donnez de votre temps, au début, notre blog, il était gratuit. Eh bien, les résultats de notre travail, ils étaient relativement faibles. Ils étaient aux alentours entre 10 et 15%, autour de 13% de réussite. Parce que ça se calcule. Dès lors que nous avons commencé à mettre un prix, au début c'était 6 euros par mois, nous sommes passés à plus de 90% de réussite. Pourquoi ? Parce que l'individu, dès qu'il commence à payer, s'investit bien davantage. Et donc il est bien plus charitable de ma part de faire payer les gens, puisque évidemment, à ce moment-là, l'efficacité sur eux-mêmes et sur leur enfant sera bien augmentée. Vous comprenez ? Donc en fait, je fais payer 4 fois rien par rapport au travail que je fournis. J'ai passé des dizaines de milliers d'heures, je ne sais pas si vous vous rendez compte, sur le blog de l'école à la maison. Je fais payer une misère. Mais c'est parce que je veux, d'une part, que le site fonctionne mécaniquement, il faut pouvoir payer les choses, mais il faut aussi que chacun puisse s'investir et par ailleurs financer le suivant. Comment est-ce que je fais pour aider les gens ? Comment est-ce que je fais pour leur répondre et passer des heures ? Il faut que j'y consacre du temps. Comment est-ce que c'est possible ? Parce que des personnes vous précèdent et ont su, le moment venu, donner. Et si vous aviez plus d'argent vous-même, vous pourriez peut-être aider davantage la cause, la mienne ou d'autres. Or, vous n'en avez pas. Et donc, dans ce dépit, puisque vous n'avez pas d'argent, eh bien, pour justifier votre position, il est quand même plus facile de dire l'argent est méprisable que de dire l'argent est louable, puisque vous n'en avez pas. Il y a aussi cette part à prendre en considération. Alors, les usuriers, bien sûr, ça a toujours été interdit par l'Église, je vous le rappelle. C'est la Révolution qui la libéralise. Autrefois, c'était interdit. Bébé a eu un accident, j'ai dû y aller, mais enfin, c'est réglé. Voilà, la vente induit dans l'état actuel des choses, et peut-être de la décadence que vous placez, je crois, au mauvais endroit, une plus-value éhontée, un marketing piégeux qui, indispensable aux usuriers, sous-tend l'exploitation de l'homme par l'homme. Ah, c'est le vieux discours marxiste, il serait temps, mais il est probablement déjà trop tard de revoir notre copie, non ? Mais non, mais c'est... Alors, là encore, c'est l'inversion, si vous voulez. Ce n'est pas le fait, évidemment, exploitation de l'homme par l'homme, parce qu'évidemment, un salarié travaille pour un patron, donc le patron, c'est un méchant qui exploite le salarié qui travaille pour lui. Ah, c'est vraiment lamentable. Ben, vous n'avez jamais été patron. Parce que vous savez, moi, quand j'étais patron et que j'avais des employés, c'est moi qui travaillais le plus et c'est eux qui travaillaient le moins. C'est eux qui faisaient leurs 35 heures pendant que moi, j'en faisais 90. C'est pas du tout pareil. C'est moi qui bossais le plus pour eux. Ça n'a pas duré longtemps, je peux vous dire, parce qu'au bout d'un moment, je les ai foutus dehors. Parce que quand vous avez une commande et que vous dites à vos ouvriers, bon, bah écoutez, à partir de lundi, là, c'est très important, on a un conteneur à remplir qui part pour les États-Unis, et que vous en avez 3 qui partent au ski exprès, et entre copains, pour ne pas avoir à faire le travail, et que vous n'avez pas le droit de les appeler, parce que si vous les appelez, vous avez un procès pour harcèlement, c'est interdit de l'appeler, donc on est obligé d'attendre qu'ils reviennent, et puis ils reviennent, ils font ce qu'ils veulent, on n'a aucune sanction possible, parce que sinon c'est les prud'hommes. Donc l'exploitation de l'homme par l'homme, oui, c'est l'exploitation des patrons par les salariés, d'ailleurs c'est pour ça qu'il n'y a plus de patrons, il n'y a plus de petits patrons, ils sont tous partis. Vous savez, je vais vous dire une chose très très simple. Dans les années 70, il y avait encore des patrons en France, qui se tapaient les manifs, les syndicalistes, les gauchistes, ils s'emmerdaient avec tout ça, on va faire des conventions, etc. Ils avaient des copains, eux, qui disaient « Mais pourquoi tu t'emmerdes là ? Moi, je suis parti en Turquie, je suis parti en Chine, et puis je ne m'emmerde plus avec tous ces bouseux là qui me font chier. Pourquoi tu t'emmerdes ? Avant, je travaillais mais comme un malade. Aujourd'hui, c'est fini. C'est fini, je suis parti. Maintenant, je travaille tranquillement 5 heures par semaine, et là, je gagne des sous, et ça marche bien. Et mes ouvriers, ils travaillent mieux que les Français. Ils travaillent moins longtemps dans la semaine, je n'ai pas besoin qu'ils travaillent autant, je les paye autant, et ça se passe parfaitement. Et moi, je peux vous dire, je suis actuellement autour du monde, je peux vous dire, quand je travaille avec quelqu'un, je travaille avec les gens, ils sont ravis, heureux, l'échange est équitable, et je m'emmerde 1000 fois moins qu'avec mes employés français. Et je n'ai aucun problème avec du prud'homme et de machin, des trucs comme ça, vous comprenez ? Donc l'exploitation de l'homme par l'homme, c'est, je vous le répète, c'était les bonnes familles industrielles et industrieuses qui ont fait des usines et qui ont fait les maisons à côté pour leurs ouvriers. Et puis bien sûr, très rapidement, on en est venu à dire que ces maisons étaient des clapiers, c'était des salopards, tous ces gens qui ont créé des entreprises d'industrie, c'était des exploiteurs. Ça, c'est le vieil esprit marxiste. Alors qu'en réalité, si vous regardez l'histoire, la sociologie de tout ça, beaucoup ont été des gens excellents qui ont donné du travail pendant longtemps, qui étaient très respectés. Et je l'ai vécu quand même aussi en France, parce que ça m'est arrivé aussi d'avoir des entreprises où j'ai eu des gens dans des conditions différentes aussi.
mais où des gens ont été vraiment très très reconnaissants de ce que j'ai pu faire pour eux. Mais donc ça a un peu subsisté, je pense quand même. Mais cet état d'esprit est extrêmement délétère et fondé sur à la fois je pense qu'il y a du mépris de classe, et puis une fantasmagorie sur le patron. Donc vous avez supprimé tous les petits patrons, très bien, maintenant vous avez les très gros. Voilà. Et là maintenant vous avez la plus-value éhontée, le marketing, etc. Et encore, quand je dis les gros patrons, ce qu'on appelle les gros patrons, c'est tous des salariés qui dépendent d'un pool d'actionnaires qui décident de les remplacer ou pas. Et quand ils les remplacent, ils leur donnent une fortune. Ce sont des salariés, ce ne sont pas des créateurs d'entreprises. Regardez à la tête des grosses entreprises, ce n'est pas les patrons originels. Voilà. Vous savez, un jour, je vendais mes produits et puis j'ai mon client à Paris qui s'appelle la Galerie Lafayette. Il m'appelle et il me dit: Monsieur Dailly, il faut qu'on vous voit. Donc je monte à Paris à mes frais, évidemment. Il fallait y aller, c'était un gros client. Il me dit: écoutez, aujourd'hui, vous continuez à fabriquer en France, il faut s'arrêter là. J'ai commencé à que je ne comprends pas. Ah non, mais nous, on ne veut plus que vous fabriquiez en France, ça coûte trop cher, il faut réviser vos prix à la baisse. Et puis, de toute façon, on ne veut plus de produits fabriqués en France. Je dis: attendez, un produit made in France, il faut bien qu'un produit made in France. Ah ben, c'est pas un problème. Vous fabriquez où vous voulez, n'importe où, vous faites débarquer les cartons en France, ils descendent du camion, vous mettez l'autocollant made in France et vous leur mettez sur un camion, ça suffit. Il suffit d'une seule manutention pour que ce soit made in France. Je m'attendais, c'est ça qu'ils font les autres, là, tous ceux qui sont autour de moi dans le magasin, les Chanel, toutes les autres marques, Vichy, etc. Ben, évidemment, vous êtes le dernier, là. Vous êtes le dernier des Mohicans. Vous travaillez encore avec des gens ici, mais attendez. Si vous continuez comme ça, vous aurez tôt ou tard des problèmes avec des prud'hommes, avec des ouvriers. Vous risquez de fermer, j'aurai plus les produits, je ne pourrai plus les vendre, et je serai obligé de dire à mes clients qu'il n'y a plus les produits. Et moi, je ne peux pas me le permettre. Donc, soit vous régulez votre situation en ayant un fonctionnement sérieux, soit vous faites autre chose. Mais nous, on ne prend plus vos produits. Vous voyez, donc la notion de sérieux dans le travail, c'est pas travailler en France. C'est pas travailler pour des gens qui vont vous saloper le travail, qui vont tout bousiller. Ça a été ça, il faut que vous compreniez tout ça. Ça a été la destruction systématique des petites entreprises, des petits patrons, des entreprises familiales ou des grosses entreprises anciennes. Et Peugeot pourrait vous raconter des choses, Michelin pourrait vous raconter des choses, etc. Aujourd'hui, on est obligé de faire appel à des spécialistes du management pour gérer les choses. Et il y a des gens fantastiques là-dedans, parce que j'en connais quelques-uns qui font très... Mais je peux vous dire, j'ai une admiration sans borne pour ces gars-là. S'ils continuent à maintenir du travail en France, alors que c'est vraiment le truc qu'il ne faut pas faire, personne n'investit en France, parce qu'on sait très bien ce que c'est épouvantable. C'est épouvantable. Les gens, ils vous font des crasses, ils vous cassent des trucs, etc. Et vous ne pouvez rien dire. Vous n'avez rien le droit de dire. Dans les années 70, je me souviens qu'il y avait fréquemment, dans le département de mon père, il y avait fréquemment des petits patrons qui étaient emmurés ou tabassés. On crachait sur leurs femmes, sur leurs filles quand elles passaient dans la cour de l'usine. Mais qu'est-ce que vous croyez qu'ils ont fait? Mais ils ont foutu le camp. Ils sont allés ailleurs. Certains sont suicidés. On a détruit le travail français. Mais qu'est-ce que vous croyez derrière? Qui était derrière les syndicats et les partis communistes? Mais c'était les très très grosses entreprises internationales qui les finançaient. D'où venait l'argent du Parti communiste, à votre avis? Vous croyez que c'était l'argent des députés parce que les communistes ils se partagent l'argent quand ils sont élus? Non mais vous rigolez. Tout cet argent venait de l'étranger. D'où venait l'argent de Moscou d'ailleurs? D'où venait de l'argent de Moscou? Il y a tout un bouquin extrêmement intéressant là-dessus. Mais ça venait de l'étranger, c'était les très très gros industriels internationaux qui voulaient détruire la concurrence nationale. Pourquoi est-ce qu'on a fait l'Europe? On a fait l'Europe pour détruire les économies européennes parce que ça gênait les États-Unis. On a détruit l'économie européenne. Elle est détruite. Si vous ne le voyez pas, vous ne comprenez pas. Vous comprenez pas et vous continuez à tenir ce discours-là. Voilà. Donc, tout ce que vous redoutez, c'est le fruit de cette révolution et de cet état d'esprit dont je vous parle. Vous comprenez certainement mieux, j'espère, mon ressenti par rapport à toute technique se rapprochant de près ou de loin à ces pratiques commerciales. De près ou de loin, vous dites. Donc, il faudrait fermer les vitrines. Donc, vous demandez à votre boulanger de ne plus mettre son pain dans la vitrine. Voilà. Ne s'agissait pas, je vous l'assure encore une fois, de demander une gratuité, caricature de ma pensée. D'une certaine manière, oui. C'est plus l'aspect de tronquer une œuvre comme le ferait tout bon commercial qui se respecte sans nous respecter. Chapitre 1 et plus liquidité pour appâter le chaland qui est la source de ma gêne. Maintenant, vous faites évidemment comme vous semble, vous êtes l'auteur et le vendeur, mais je crois sincèrement que la démarche peut être améliorée et à peu de frais, car je gage que vous n'êtes pas à une histoire près. Vous avez une histoire, alors là vous vous trompez, parce que l'histoire de Jeannot et Trim, elle tient en plusieurs épisodes qui se racontent dans toute l'année, mais là vous avez une histoire intégrale. Parce que je raconte par chapitre, mais c'est une histoire qui a sa cohérence dans ce que vous avez lu. Vous avez lu l'intégralité d'une histoire que j'envoie un soir. Je ne vous ai pas envoyé la moitié d'une histoire. C'est une histoire
intégrale. Cela dit, c'est une histoire à épisodes, comme beaucoup d'aventures. Vous lisez Agatha Christie ou Langelot, etc. Vous avez à chaque fois une histoire différente. Et parfois scindée en deux, mais là, en l'occurrence, vous avez un chapitre, vous avez une histoire que j'envoie au cours d'une soirée à mes abonnés. Ai-je assez réagi ? Bah oui, j'espère que moi aussi, et que je vous ai donné des éléments de réflexion intéressants. Mais on n'a pas encore tout à fait fini avec la question qui m'intéresse le plus, qui est ce que dit le Christ au sujet de ce qui est en haut, ce qui est en bas. Eh bien, on a parlé de la gratuité, vaguement, d'ailleurs, je ne suis pas allé au fond de mon propos. J'ai dit quand même qu'elle était très dangereuse dans la mesure où elle mettait en dette quelqu'un. Elle est nécessaire, parce qu'en fait, en réalité, si vous voulez, l'essentiel du bienfait que vous faites dans une relation d'échange est toujours de l'ordre de la gratuité, toujours, car je donne toujours cet exemple, l'infirmière, elle est payée pour faire son travail. Mais si elle a un bon comportement, si elle sourit à son patient, il guérira plus vite, c'est évident, vous le savez. Si elle fait la gueule, elle est désagréable, eh bien elle va produire plus de stress et donc son patient vivra moins bien. Donc statistiquement, sur une très grande quantité d'infirmières, celles qui sont super sympas et souriantes ont des meilleurs résultats, on le sait. Eh bien, c'est parfaitement gratuit, personne ne l'oblige à être souriante. Mais si elle n'était pas payée, elle ne pourrait pas sourire du tout parce qu'elle ne serait même pas là. Vous voyez ? Donc l'argent est ici un bienfait, mais qui ne suffit pas en soi. Il est indispensable, sinon l'infirmière ne serait pas là, mais ça n'est pas suffisant, car il faut y ajouter du cœur. Et c'est cela que le Christ nous dit. Il n'a pas dit abandonner tous les biens matériels de la terre qui sont corruption, etc. Ça, ce sont les... Je ne vais pas les nommer, mais ce sont d'autres qui disent ça. C'est d'une certaine manière un peu le jansénisme aussi. C'est né, en France, c'était assez puissant cet état d'esprit puritain, mais ça vient toujours de la part de gens qui ont de l'argent. C'est Molière s'est beaucoup moqué de cet état d'esprit. C'est le mépris pour l'argent de la part des gens qui en ont assez. Bon. Mais le peuple, lui, il n'a pas de mépris pour l'argent. Il en a besoin, il court après, il travaille pour essayer d'en avoir, il l'économise. Mais ce qui est en haut, en l'occurrence, dans cet échange, c'est ce que vous mettez en plus. Et en fait, le service que vous rendez, si vous le faites avec bon cœur, comme j'essaie de le faire personnellement, si vous le faites sincèrement, parfois avec colère, parfois vous engueulez les gens, moi ça m'arrive, parce que je suis sincère, mais si vous faites les choses avec bon cœur, eh bien vous apportez une vraie plus-value. C'est là où la plus-value va avoir lieu. Donc la relation d'en haut, c'est parce que vous apportez de ce qui est en haut, c'est-à-dire de l'âme, vous apportez dans votre contenu, votre marchandise, vous apportez quelque chose. C'est ça qui fera que le cultivateur aura de beaux fruits parce qu'il aura apporté du soin. Et ça ne s'achète pas, ça ne se marchande pas. C'est difficile en tout cas. On peut, bien sûr. Toute la modernité actuelle, c'est d'essayer d'objectiver la productivité et la qualité. On essaye. On sait très bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en management par exemple, que si vous avez des très bonnes relations avec les syndicats, avec les ouvriers, avec les salariés, si les choses se passent bien, si vous savez faire les choses, si vous avez du tact, de la franchise, si vous n'essayez pas de faire des coups dans leur dos, si vous les informez régulièrement, les choses se passent mieux. C'est pour ça que vous n'avez plus de grève à Michelin ou à Peugeot. C'est fini. Pourquoi ? Parce qu'il y a des très très bons managers qui sont venus et qui ont expliqué comment on faisait les choses. Et c'est toujours l'esprit de l'évangile derrière, il ne faut pas vous étonner de ça, mais l'association des managers en France, c'est beaucoup de catholiques qui ont essayé d'expliquer aux affairistes de mentalité révolutionnaire que ce n'était pas suffisant de faire du profit, parce que ça ne marchait pas, et on le voyait bien. Donc si vous voulez maintenir de bonnes relations, si vous voulez maintenir du business, il faut quand même essayer d'avoir des bonnes relations quand même avec votre clientèle. Bon. Mais ça ne dévalorise pas la démarche marketing, qui est indispensable, parce que votre Peugeot, il faut la présenter. Et oui. Il faut que les gens la voient. Il faut peut-être qu'ils fassent un tour avec. Et puis, oui, ils y ont goûté. Et elle n'est pas encore à elle, mais qu'est-ce que vous laissez comme ça ? Ensuite, il faut faire un chèque. Mais oui, heureusement, parce que qui c'est qui va payer l'ouvrier ? Qui c'est qui va payer le patron ? Parce que le patron aussi, il faut qu'il vive. Il faut que lui, il continue à avoir des idées, produire des choses. Vous savez, dans tout ce que vous dites, il y a beaucoup un point de vue de l'ouvrier. Et l'ouvrier qui se plaint, qui n'est pas content et qui aimerait bien que ceci, que cela, et puis le patron, il se gave. Vous savez, la plus-value dans les sociétés, c'est les inventeurs, c'est les créateurs. C'est pas l'ouvrier. L'ouvrier, de plus en plus, on voit très bien qu'on peut le remplacer par la machine. Et donc l'ouvrier, moi je serais lui, je réfléchirais à ça et j'essaierais de nourrir la relation avec autre chose que de la revendication. Ça marche pas, ça n'a pas marché, ça s'est cassé la gueule. Et les ouvriers, ils ont disparu, en particulier avec l'action du Parti communiste.
Ils ont été totalement détruits par cette posture de revendication et de haine. Ils ont gagné des acquis sociaux, mais ils ont été achetés par tout ça. Ils sont maintenant dans un luxe social qui est une luxueuse misère. Oui, effectivement, ils ont des acédiques. Oui, effectivement, ils vont à l'hôpital, ils sont plus ou moins soignés avec de la merde qu'on leur fout dans les veines. Mais voilà, ils ont l'apparence d'avoir gagné leur guerre contre les petits patrons. Oui, ils ont gagné la guerre. Mais ils sont maintenant totalement à la merci de gens beaucoup plus puissants que le petit patron. Regardez un peu les films avec Jean-Yann dans les années 70, tous ces films qui avaient très très cinglants pour les petits patrons. C'était très très... Tout ça, c'était un état d'esprit. Hein. On a le résultat. Donc voilà. J'ai un ami qui est un ancien militant aussi très à gauche et qui a un jour décidé de créer son entreprise. Il a fait une boutique de fabrication de fleurs. Et bien, je peux vous dire qu'il a beaucoup, beaucoup, beaucoup changé. Un jour dans le RER, il allait sur une foire exposition au Parc des Expositions à Paris. Et dans le RER, il y a toute une bande qui est montée de manifestants de la CGT. Et c'était un ancien camarade à lui. Enfin, ils ne se connaissaient pas, mais ils étaient sur le même plan social à l'origine et dans les mêmes idées. Et ils ont commencé à discuter. Mais il les a engueulés. Il les a engueulés en leur expliquant que ce qu'ils faisaient, c'était détruire les entreprises comme les siennes à lui, et qu'il n'était qu'en train de favoriser les très gros qui allaient bouffer Citroën et Arcelor et Thomson et tout ce qui a été bouffé réellement, parce que le coût du travail a été tellement stupidement élevé vers le haut pour des prestations sociales débiles, parce que toutes ces prestations sociales ont supprimé le savoir-faire des individus, les capacités à se défendre, à se nourrir, à se loger. On a donné, on a assisté l'individu, on l'a avili par du don social, par de l'argent social, et dans le même temps on a détruit, puisque ça a coûté, on a détruit le travail, puisque évidemment les investissements sont partis ailleurs. Et donc tout ce qui est resté a été raflé, comme à la Révolution, comme lors des décolonisations, c'est le gros argent qui a raflé la mise et qui a mis sous tutelle toute cette population. Voilà l'historique véritable. L'historique véritable, c'est pas l'argent qui pose problème, c'est la manière dont un petit groupe s'est servi des situations pour le rendre odieux à une partie de la population et à dénaturer sa fonction et son utilisation. Donc le bien aujourd'hui ne fait pas de bien, il fait du mal. Voilà le mot de conclusion qui serait le mien, là, s'il fallait terminer sur tout ça. Terminer ou pas, parce qu'on a dit qu'on parlait du Christ, donc je ne sais pas si j'en ai suffisamment parlé, mais le Christ parle des choses d'en haut, dans ce qui est l'inspiration des choses, parce que c'est le Verbe qui est créateur à l'origine, c'est le Verbe qui crée la matière. La matière, elle est insufflée de la création, et donc elle possède une essence qui est faite pour bien faire. Et c'est par conséquent pourquoi il ne faut pas détourner les choses de la création, dont l'argent, de leur but originel. Et voilà. Et tout le maléfice vient du diable. Le diable, ça veut dire je divise, diabolo, je divise. Il sépare la vocation de chaque chose et de chaque être de l'être et avilit les choses, la matière, l'argent, les individus, en les détournant de cette vocation. Voilà Daniel, à très bientôt peut-être, au revoir.